Les jeudis littéraires qui ce matin vont rendre hommage à un très grand écrivain qu'on connaissait bien ici, qui nous a fait l'amitié de venir à moult reprises, qui nous manque beaucoup et qui a une œuvre considérable et qu'on commence maintenant à faire perdurer, et je vois ça avec grand plaisir. Alors cet écrivain, c'est Michel Chailloux. Alors pour en parler ce matin, il y a d'abord Michel Chailloux, donc son épouse qui était aussi, qui a accompagné sa vie, mais qui a accompagné aussi son œuvre, il faut bien le dire, et ce qui est tout aussi important. Ensuite, il y a Jean Védrine, qu'on connaît bien aussi ici, parce qu'il a notamment, il est romancier, on l'a reçu pour un grand nombre de ses romans, mais il a aussi écrit un très beau livre d'entretien avec Michel Chailloux qui s'intitule L'écoute intérieure. Et l'écoute intérieure était justement le thème du dernier colloque qui était consacré à Michel Chailloux. Alors je dis bien dernier colloque parce que c'est assez étonnant. C'est quelqu'un à propos duquel il y a eu énormément de colloques et c'est pas terminé d'après ce que j'ai cru comprendre. Et c'est bien. Alors pour évoquer aussi Michel Chailloux, il y a Pauline Brulet. Pauline Brulet, bonjour. Vous êtes à l'université d'Angers, si je ne me trompe. Vous avez organisé des colloques, dont le dernier, notamment, et vous êtes spécialiste de Michel Chailloux, entre autres, parce qu'il y a Peggy, non, c'est... Voilà. Et donc, François Berquin est aussi professeur. Vous êtes professeur où? Parce que je suis enseignant à l'université du littoral à Dunkerque et Boulogne. J'aime beaucoup, très belle ville. Voilà. Donc, tous autour de ce micro pour parler de Michel Chailloux. Alors, l'écoute intérieure, c'était le dernier colloque qui s'est tenu à Paris au mois de février, si je ne m'abuse. Et c'est aussi j'ai dit que je trouvais ce titre fort à propos. Parce que la première fois que j'ai rencontré Michel Chailloux, c'était il y a très longtemps, en 1993. Et il est venu accompagné de Michel pour parler d'un roman qui était Le Rêve de Saxe. Et l'écoute intérieure, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on réalisait cet entretien, je me suis rendu compte que mon interlocuteur fermait les yeux. Il était replié dans son monde intérieur. Et je dois dire que j'ai été assez impressionné j'ai rencontré des centaines, voire des milliers d'écrivains depuis le début de cette émission, il y a plus de 30 ans. Et c'était la première fois que je voyais une telle intensité et une voix provenir vraiment de l'intérieur. Et je crois que c'est ça que vous mettez aussi beaucoup en exergue, parce que c'était une des principales caractéristiques de Michel Chailloux. Alors, Michel, vous vous rappelez, 93 ? Je sais que je suis venue très souvent ici, mais j'avais pas la date en tête. Voilà, moi aussi, mais j'ai cherché. Ah oui. Ah oui, c'est donc très ancien. Oui, mais... ça fait longtemps. Bon, oui, malheureusement, on peut pas réécouter cette émission ou on pourra... Si, on pourra. J'ai des problèmes de transmission parce que vous savez, les techniques ont évolué. C'était sur cassette. Il y a eu des problèmes de conservation des cassettes, mais on va pouvoir les réécouter parce que là justement je fais un travail de mise à jour de mes archives, mais c'est un travail considérable, hélas. Enfin hélas, ça dépend de quel point de vue on se place. Alors donc ce soir-là, vous étiez venu parler du Rêve de Saxe. Michel Chailloux était déjà romancier, avait déjà écrit plusieurs volumes. À cette époque-là, il avait déjà, il avait déjà publié son prix des libraires en 1989, La croyance des voleurs, qu'il avait un petit peu sorti de l'obscurité parce que il était quand même assez peu lu, à son grand désespoir. Donc avec Le Rêve de Saxe, je crois que c'était pas avant. 1993.
Enfin, je n'ai jamais vraiment en tête la chronologie. Oui, je ne sais plus. C'est confondu avec un autre livre. Attendez, je vais regarder. Peut-être, parce que le rêve de ça. Oui. 86. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça devait être pour un nom. C'était en 86, donc oui, il est 86, venu ici. Oui. Ça nous rajeunit énormément. Oui, donc ça c'est l'époque où il n'avait pas encore commencé sa série semi-autobiographique. Il était dans la pure fiction et il aimait bien se placer dans l'histoire. Là, c'était le XVIIIe siècle. Il était déjà entré avec la petite vertu où il avait récolté tous les textes. Là, on avait été un peu ensemble. Tous les textes de prose courante au XVIIIe siècle sous la Régence. Et avec le Rêve de Saxe, il continuait cette fois dans la fiction, mais en intégrant en même temps sa vie quotidienne. Bon, il est sur deux plans, comme il aime beaucoup toujours être. Oui, puis l'autobiographie est une part importante de son œuvre. Oui, c'est ça. Alors, dans le Rêve de Saxe, c'était à la fois dans le présent de quelqu'un qui écrit un livre sur l'amour, et en même temps dans le 18e où il va rechercher ses références avec le maréchal de Saxe, la porcelaine, le marché aux puces. C'est des thèmes qu'il a beaucoup mère exploité. brocanteuse. Oui, grand-mère brocanteuse. Puis la brocante, c'est un peu son goût du passé matérialisé dans des objets, parce que l'histoire pour lui, c'est quelque chose qui se matérialise avec à la fois des objets, puis il aime retrouver la parole des autres, leur souffle, d'une manière tout à fait vivante. Le passé est quelque chose qui n'est pas vraiment passé pour lui, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le présent. Absolument. Oui. Voilà. Alors, on peut peut-être, comme on évoque l'importance de l'autobiographie chez Michel Chailloux, on peut peut-être un peu parler de sa vie et ces événements marquants qui ont fait de lui sans doute l'écrivain qu'il a été. Jean Védrine. Je pense que Michel pourrait dire des choses beaucoup plus délicates que ce que je vais dire. Moi, ce sera simplement... Chacun intervient quelques souvenirs, librement à chaque fois. Quelques souvenirs, disons, de ce qu'il a souvent raconté, en particulier dans l'écoute intérieure. Mais je voudrais préciser, et ça vient compléter ce qu'a dit Michel, la parole de Michel Chailloux n'était pas différente dans la sphère semi-privée de l'amitié, de ce qu'elle était avec vous à la radio ou quand il parlait de ses livres en public. Et c'était quelque chose d'aussi unique que ses yeux clos sur cette parole intérieure brûlante, cette espèce de transe qu'il essayait d'écouter. Et dans les événements marquants qui peuvent paraître peut-être minuscules, mais il est souvent revenu, il l'évoque dans l'écoute intérieure, sur sa première rencontre brève avec Philippe Soupeau. Philippe Soupeau, donc dernier des surréalistes, à qui il a passé, je crois, le manuscrit de Jonathan Moore. Et il était très ému de cela, parce qu'il avait l'impression de se rattacher comme ça à une lignée de poètes inspirés, et au dernier des surréalistes. Très souvent, on le voit dans l'écoute intérieure, il dit des choses que n'aurait pas répudié André Breton ou Soupeau ou le premier Aragon. C'est presque certain. Et dans la... Je ne parlerai pas de sa vie personnelle parce que je n'en connais au fond que ce qu'il a raconté dans les demi-autobiographies, et en particulier dans la dernière des 4, enfin si ça se borne à 4, ça c'est tout un débat, mais qui est 1945, qui est un peu le point de fuite tragique de son adolescence. Mais je préférais évoquer les filiations littéraires innombrables auxquelles il s'est rattaché, et en particulier sa façon de lire
les œuvres des écrivains dont il se sentait les plus proches d'une manière tout à fait nouvelle. Il disait lire entre les lignes, il disait écouter quelque chose qui avait approché l'écrivain lui-même. Il y a, par exemple, dans l'écoute intérieure ou dans le journal, des remarques très belles et très profondes sur ce qu'il écoute dans une traduction, sur ce que sont les langues étrangères pour lui. Et en fait, il a passé sa vie à lire ses grands contemporains, ses grands ancêtres. Michel parlait aussi de son goût pour des proses courantes à propos du XVIIIe siècle et puis du petit livre qu'elle a fait avec lui, le petit guide pédestre de la littérature au XVIIe siècle, La fleur des rues. Si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ne sont jamais entrés dans l'œuvre de Michel Chailloux, moi je leur dirais peut-être de commencer par ça. Parce que c'est un livre court, absolument magnifique, nourri de la parole de plusieurs dizaines de petits maîtres, on va dire, du XVIIe. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus grands et plus connus que les autres. Mais à travers une déambulation dans Paris, qui est sa manière d'approcher les paroles qu'on pourrait croire perdues. C'est quelqu'un qui, tout le temps, a recherché les paroles perdues. D'où son amour, par exemple, pour les plaques rendant hommage à des écrivains, parfois inconnus, surtout inconnus d'ailleurs, qu'il relevait systématiquement dans les rues de Paris ou en province. Il y a des choses très drôles dans la France fugitive. Il y a plus de plaques pour des gens qui sont devenus inconnus que pour des gens très connus. Et ça l'émouvait beaucoup. Oui. C'est assez étonnant. Alors, Pauline Brulet, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Les voix retrouvées » sur Michel Chailloux. Donc, c'était ces voix intérieures aussi qui vous ont marqué et que vous avez cherché à travers son œuvre. Alors, c'est un livre collectif, Les voix retrouvées, puisque c'est la publication des contributions des collègues et amis qui ont participé au premier colloque sur l'œuvre de Michel Chailloux à Angers en 2015 et organisé grâce à l'aide en particulier de Michel Chailloux. Et donc c'était à la fois un moment d'étude de l'œuvre de Michel Chailloux, il y a aussi un moment amical où on s'est retrouvés autour de cette œuvre. Et les voix retrouvées font écho à ce que Jean Védrine vient de dire, puisque Michel Chailloux excelle à rendre ses voix perdu. Alors la voix, c'est l'absente du texte. On n'entend pas physiquement et concrètement cette voix, mais elle nous habite de l'intérieur, et c'est cette voix-là que Michel, et ces voix, parce que c'est des voix plurielles, qui hantent Michel Chailloux, qu'il suit et qu'il rend par la métamorphose de son écriture. C'est une écriture qui est très sensible. Enfin, quand on lit Michel Chailloux, je trouve qu'on est pénétré d'impressions sensibles. C'est une écriture très touchante. Et c'est vraiment cette force de la littérature qui est de rendre la puissance des voix. Et du coup, toute l'œuvre de Michel Chailloux est un bruissement de voix. Et il n'a pas forcément besoin pour ça du discours direct. C'est une œuvre profondément polyphonique dans tous les sens du terme, à vrai dire. Alors François Burquin, vous êtes intéressé sur les ambiguïtés de certains auteurs, notamment Valérie Lorbeau et Joé Bousquet, mais on ne peut pas dire que l'ambiguïté soit la caractéristique principale de l'œuvre de Michel Chailloux. Non, sans doute. Encore que, on le disait tout à l'heure, il a à la fois un pied dans le réel, dans le présent. On évoquait le rêve de Saxe, et en même temps, il est ailleurs, dans le royaume des ombres et le XVIIIe siècle libertin. Dès le premier livre, dans Jonathan Moore, le personnage est à Paris, et en même temps, il est dans un univers fantasmatique. Il est au Pérou, etc. Au Brésil et au Pérou. Oui, on ne sait pas, c'est à Davenport. Alors, ce qui est frappant, c'est que la question biographique dont a allusivement parlé Jean Védrine, la question biographique est présente dès le premier livre. Dans Jonathan Moore, il revient, je crois, d'un voyage au Brésil, où il est allé voir sa mère, et dans le livre, il dit « Ma mère s'amende », est en train de s'amender. C'est vrai, vous l'avez bien et après reconnu. Et après, elle va au paradis. Elle va au paradis, même. Le paradis, le Brésil devient le paradis, véritablement. Donc la question biographique est toujours liée à la question littéraire. On ne comprend rien, par exemple, à Domestique chez Montaigne. Oui.
C'est vrai. qui est un livre qui est dédié à sa mère, pour Eva, donc c'est un livre qui adopte la forme du jour, comme dit Starobinsky, une seule journée, et cette journée est la célébration du 4e anniversaire de la mort d'Eva Bréré, la mère de Michel Chailloux. Et alors il ramène tout le monde, toute sa famille, là, dans le château de Montaigne. Et ça, sans le dire, parce que... Sans le dire, mais... Même la charrette de Pierre Villain est là, donc c'est assez drôle, mais... Oui. Et la scène capitale, là, de la mauvaise affaire de la mère de Michel Chailloux avec les Allemands est présente dans Domestique chez Montaigne. Oui, ce qui est le trauma de 1945. L'un des traumas, oui. Mais qu'on retrouve aussi, par exemple, dans un livre écrit pour la jeunesse comme La Vindicte du sourd. Qu'on retrouve peut-être dans le dernier livre encore, qui est un personnage hanté par une sorte de culpabilité. Oui, l'hypothèse de l'ombre. Oui, et Jean Edrine. Il est très attentif aussi aux langues de sa famille et au milieu qu'il a traversé, parce que peu d'écrivains de la fin du XXe siècle ont connu autant de conditions sociales différentes dans sa propre vie. Il a une vie aventureuse, alors qu'il a peu quitté son bureau, les salles de cours, qu'il n'aimait guère, je crois, les grands voyages, les voyages lointains, mais il a été quand même heurté par l'histoire du XXe siècle. Bon, la tragédie de sa mère en 1945 et le fait qu'elle soit punie pour fait de collaboration amoureuse, on va dire, violemment punie, forcera sa mère donc à s'exiler au Maroc plusieurs années. Et on trouve sans arrêt des souvenirs, et des souvenirs magnifiques d'ailleurs, de cette vie au Maroc, en particulier du moment où il fréquente des prostituées, où il vit moins au lycée que dans les chambres de toutes ces dames. On trouve ensuite énormément de récits. Alors, ils sont plus classiques peut-être dans leur point de départ, puisqu'on les trouve dans le journal ou dans l'écoute intérieure. Donc, plein de récits concernant ses grands-parents, concernant les deux filiations, en partie imaginaire, mais quand même bien fondée, des langues qu'il a entendues dans sa famille. Il disait toujours qu'il avait une branche d'aînés aristocratique, et une branche d'aînés très populaire, voire gitan. Il s'en est souvent réclamé. Certains jours, je me rappelle, quand on se retrouvait, c'était souvent des mardis, il me disait « Aujourd'hui, je suis très Madame de Sévigné. J'écoute mes ancêtres aristocratiques. » Et ça, c'est sa manière de traiter ses vies antérieures, ses vies immédiatement antérieures, celles de ses ancêtres. Alors, cette pluralité, ce métissage, c'est peut-être vraiment le socle de l'œuvre de Michel Chailloux. Oui, peut-être. C'est-à-dire la vraie richesse que lui a donnée son enfance, qui a été une enfance difficile, il faut bien le dire, mais aussi une enfance tellement riche. Oui, Michel, intervenez librement. Sur l'enfance. Bon, j'ai l'impression qu'il a vraiment vécu des aventures et vu des lieux différents, écouté des langues différentes avant 30 ans, et que tout s'est passé avant 30 ans. Et après, il est entré peut-être complètement dans la littérature. Les mots se sont substitués aux aventures réelles. Et il a continué à voyager, mais autrement, dans l'imaginaire. Mais que tout ce qu'il a vécu concrètement, vraiment, s'est passé avant 30 ans. J'ai l'impression que depuis qu'il m'a rencontré, il ne s'est rien passé. Tout a commencé. Alors. Oui, voilà, vous avez été un socle aussi, c'est cela. Oui. Parce qu'il faut dire aussi que Michel Chailloux était quelqu'un de très anxieux. Oui. Et moi, je me souviens, à chaque fois qu'il est venu ici, on sentait que c'était toujours une appréhension, alors qu'il était en confiance. Mais d'un autre côté, il appréhendait toujours. Oui, c'était quelqu'un d'extrêmement angoissé, et qu'il est devenu de plus en plus. Ce qui est frappant quand même, c'est que l'œuvre me semble quand même marquée par la joie, et il y a une sorte d'humour, de gaieté, alors qu'on a parlé de tragédie depuis tout à l'heure. Et il y a beaucoup d'humour aussi. Voilà, c'est Michel, ça ne le dit pas assez, mais je trouve qu'il a énormément d'humour. On rit souvent en lisant Digna du Goût, Le Rêve de Saxe, c'est très drôle. Oui.
Et je ne suis pas certain que c'est toujours été de l'anxiété. Il y avait l'anxiété de la vie quotidienne, la vie matérielle, de la vie c'est matérielle. ça. Mais par exemple, l'anxiété avant la prise de parole, j'ai toujours eu l'impression que c'était une descente en lui-même, parce que une concentration voilà, aussi. Voilà, on se retrouvait souvent les mardis, bon, et on allait déjeuner avant, alors soit faire les enregistrements, soit simplement on allait déjeuner et parler, et dès qu'il prenait pied sur le boulevard Montparnasse, pour faire les 300 mètres qui nous séparaient du restaurant, entre son domicile et le restaurant, il commençait à entrer en lui-même et à commenter donc ce que la rue lui montrait, les haillons du jour, les visages qu'il entrevoyait quelques secondes, et il entrait en parole véritablement. Ouais. Et pendant le restaurant, c'était la même chose. Très souvent, il me disait: as-tu vu derrière ce type un peu effrayant, je suis sûr que, etc. Et c'était de micro-romans, et comme si, pour affronter le monde, il lui fallait quand même quelques précautions et une énergie intérieure redoublée, disons. Mais sinon, je reviens sur ce que François Barquin disait de la joie, de la drôlerie même. Ah oui. C'est constant. Je me rappelle ce que vous aviez dit à Angers sur les cheveux, la tignasse de Michel Chailloux, et sur ce que vous aviez repéré dans toute son œuvre à propos des chevelures, qui parfois étaient fort belles, mais parfois très discriminantes chez certains de ces personnages. Oui. Et c'est très C'était parfois un peu tiré par les cheveux, quand même. Voilà. Et tignasse qu'il a légué à son fils. Oui, mais qui n'a pas la boucle. Il n'a pas la boucle. Elle va peut-être venir, mais... Oui. David Chailloux, donc, qui est compositeur. Oui. Voilà. Alors, on peut parler des éléments fondateurs, peut-être, de Michel Chailloux, c'est-à-dire la mère et peut-être aussi l'absence de père. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imago paternelle structurante. Et ça laisse un peu la place, beaucoup plus la place au rêve et à l'imagination. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi j'ai relisé Jeannette Amour. Déjà, il y a un père qui pèse 100 kilos de loin, qui est son propre père. Mais bon, son père l'a eu très jeune et s'est vite détourné de sa famille. Puis il voyageait par son métier puisqu'il était garçon de café, il allait de ville en ville. Donc son père a disparu très vite. Mais en revanche, il a eu un père de substitution, quelqu'un qu'il aimait beaucoup, c'était son oncle, le frère de sa mère, le fils donc direct du gitan Donval, et qui a une vie extrêmement étrange, qui ne sait pas du tout, qui a commencé à être élève, d'abord qui a eu la poliomyélite très jeune, donc qui n'a pas pu avoir une vie tout à fait normale, qui a été élevé par une grand-mère, celle qui possédait un château, donc c'est toujours cet aspect aristocratique. Et ce jeune garçon a d'abord été élève à l'école des Beaux-Arts, et puis à la mort de cette grand-mère tutélaire, il est reparti dans la rue comme son père, le gitan, et il était à Nantes, il jouait de tous les instruments de musique, il était extrêmement cultivé, et il était un peu le père spirituel de Michel qu'il adorait. Et ses premiers livres, c'est à lui qu'il voulait les dédier. Les livres qui n'ont pas été publiés, c'est à lui, à Jean, dont j'aurais voulu être le fils. Voilà, j'ai vu ça sur un manuscrit non publié. Mon presque père, dit-il. Mon presque père, oui. Un presque étant un mot qu'il affectionne particulièrement. Oui, c'est vrai. Et Donval revient jusque dans La Fuite en Égypte. Oui. C'est-à-dire que c'est véritablement une des figures littéraires constantes du premier à l'avant-dernier livre. Ah oui. Et d'ailleurs, il s'identifiait aussi à Donval, puisqu'il s'est fait une carte d'identité à la fin de La Fuite en Égypte, où il est presque Donval, il est gitan lui-même. Oui. Donval, c'est, je sais pas, c'est peut-être la poésie, enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui fuit, qui est...
qui est peut-être l'imaginaire, enfin quelque chose, quelqu'un qui le hante dans sa vie comme dans son écriture. Hein, Oui, et encore une parole qui fuit. Vous disiez donc peut-être une figure de la poésie ou de la parole poétique. Oui. Michel, dans l'écoute, dit que la poésie, qui est un très beau mot, c'est peut-être la croyance en un deuxième monde très proche du nôtre, et qu'il s'agit soit d'écouter, soit d'entrevoir. Encore une fois, la filiation première à Soupeau et surréaliste et beaucoup d'autres. Et qu'il retrouve donc chez cet ancêtre-là, de ce côté-là. Oui. Oui, qui sera une figure très marquante. Et là encore, l'altérité, qui est quand même quelque chose de très important pour Michel Chailloux. C'est-à-dire le rapport à l'autre, le rapport à la différence. Oui. Et je crois qu'en ce sens, on peut dire que sa parole est d'actualité. Pauline Brûlé, pardon. C'est une parole qui force, parce qu'elle fait advenir... c'est pas une parole monologique, c'est pas une parole enfermée en elle-même du tout. Quand il descend dans son intériorité, Michel Chailloux entend un grouillement de monde. Et c'est vraiment quelqu'un qui est... Enfin, c'est à la fois quelqu'un qui a une très forte intériorité, parce que justement, il a un désir, un désir profond qui l'habite, de retrouver ce qu'il aime, et puis de retrouver les nœuds d'émotion qui le lient à tous ceux qui l'ont aidé ou qui font partie de sa vie, mais aussi une ouverture extrême à tout ce que les autres ont, d'autres justement. Et cette croyance qu'il va retrouver cette altérité et la présence de l'autre fait que, en fait, il a un rapport à la langue comme à quelque chose qui n'est pas abstrait. Oui. C'est pas du tout un homme de système. Oui. Et c'est quelqu'un pour qui toutes les idées, ce sont des hommes, et tous les mots, ce sont des hommes qui les ont prononcés. Et son œuvre est ouverte à tous les lexiques. C'est-à-dire qu'il y a le lexique de la cuisine, le lexique du château, le lexique espagnol, le lexique des conquistadors, le lexique anglais, le lexique vendéen, le lexique le lexique des bleus et des blancs, et le lexique de la jeune fille, la voix chuchotée de la jeune fille, la voix tonitruante du maître dans le collège Wassermann. Et voilà. Et ça, c'est vraiment une espèce de carrefour. Et puis alors, aussi la parole des hommes du XVIIe siècle. Enfin, et alors, je pense que vraiment, c'est une œuvre qui est à la fois un nœud, un carrefour, donc il y a vraiment cette puissance de concentration du nœud, et en même temps ces routes qui vont partout. Et Michel Chailloux, voilà, au centre un peu de cette rose des vents, enfin de ce carrefour. Et ce qui fait que c'est une œuvre qui est à la fois où on aime à se retrouver, parce qu'il y a comment dire, la puissance de cette voix de Chailloux quand même, qui avec des récurrences fortes dans certaines figures, certaines phrases. Enfin, il y a un ton Chailloux, et en même temps ce ton Chailloux est une espèce d'auberge, enfin un accueil à toutes les voix qu'il fait résonner. Et donc on est à la fois bien dans cette œuvre dans laquelle on retrouve des repères de connaissances, et en même temps toujours avec un sentiment d'étrangeté, de nouveauté et de surprise. Oui. Et il y a une sorte de cosmogonie comme ça intérieure de Michel Chailloux. Il est porteur d'un monde, de son monde, et il y a une grande diversité entre ces différents romans, mais une grande unité aussi. Oui, il y a La Rose des Vents, là, ce que vient de dire Pauline Brûlé, où le carrefour, ce sont vraiment des images très adéquates, je trouve. Et c'est vrai qu'il était capable d'écouter la littérature russe dans la rue du capitaine Olchanski, de nous faire écouter le frison, bon, langue quand même qu'une oreille française ignore tout à fait, dans Le ciel touche à peine terre, et dans un de ses premiers romans, dans le collège Wassermann, son deuxième, le chitien, c'est-à-dire une langue fictive inventée, puisque ce roman était censé être traduit du chitien.
donc l'écoute d'une langue qui n'existait pas, une sorte de Talmud, disait-il aussi souvent à la fin de sa vie. Il entendait par Talmud un état profond du langage qu'en général nous ignorons, mais auquel nous devrions prêter oreille. Alors, son rapport à la langue est très important, parce qu'il faut dire que c'est un très grand styliste, comme il y en a peu dans la littérature française contemporaine, il faut bien le regretter. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que, moi je le croisais aussi beaucoup à l'université, et c'est un universitaire à part entière, et d'un autre côté, il n'a jamais eu une écriture théorique. Il n'a jamais eu un carcan, un surmoi théorique qui l'empêchait de donner libre cours à son imagination et à sa création fictionnelle. La langue est très incarnée, oui. Mais c'est un corps qui est quand même souvent au bord du déséquilibre. Hein. Vous parliez de l'oncle Barty tout à l'heure, il est peut-être musicien du côté de l'harmonie, mais en même temps, il est boiteux. Hein. J'ai l'impression que dans la langue de Michel Chailloux, on est toujours au bord de chuter. Il y a tout un art, justement, de la chute. De la chute évitée, d'extrême justesse. On le voit parfois tomber, mais il a... La boiterie, il aime bien. La boiterie. Il y a beaucoup de personnages boiteux ou beaucoup de phrases qu'il trouve boiteuses, mais belles pour Oui, belles. C'est une espèce de dérapage contrôlé constamment, des lapsus parfois en rebondissant sur un mot. Trouver une sorte de danse dans toutes ces langues innombrables dont vous parliez, une cadence dans toutes ces langues innombrables dont vous parliez. En fait, sa grande force, sa grande chance même, c'est de jamais avoir été de plein pied. Voilà. Oui, c'est vrai. Il est toujours un décalage, il y a toujours quelque chose qui en fait équilibre profondément l'œuvre. Et c'était sans doute pas sans rapport avec ce dont nous parlions tout à l'heure, la tragédie dont il fait sa chance. Hein. On est toujours au bord de... La faute, elle est inscrite dans la langue elle-même. Oui, c'est ça. Oui. C'est assez étonnant. Alors, on pourrait peut-être dire un mot de cette vie qui commence avec l'enfance et qui est quand même le creuset de son œuvre. Parce que le personnage de sa mère, il est quand même très complexe. Oui. Mais François a bien analysé un peu l'aspect biographique. Ce qui est frappant, c'est que cette biographie ou pseudo-biographie, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle devient une espèce de mytho-biographie où le prénom d'Eva devient celui de notre mère à tous. Hein. Oui. Bon, il a beaucoup vécu avec sa mère, en fait, puisqu'il l'a suivi au Maroc. Oui. Il l'a accompagné. Il était encore... il avait 16 ans, il l'a accompagné. Mais d'ailleurs, ce qui m'amuse dans la biographie de Michel, c'est qu'il y a une espèce de flou sur son âge réel. Parce que quand il parle de... Vous le connaissez. Par exemple, il dit toujours qu'il est parti au Maroc à 14 ans. En fait, il en avait 16. Quand j'ai connu, il me disait qu'il avait 30 ans, 31 ans, il en avait 33. Il y a toujours 2 ans qui ont été un peu escamotés. Ah oui. Est-ce que c'est ces 2 ans fatidiques? Je ne sais pas. Qu'il a... Et même, moi, quand j'ai connu, ça m'inquiétait. Je me disais, pourquoi il m'a caché ces 2 ans? Il y en a d'autres. Hein. Oui, mais enfin... C'est pas la même qualité d'écrivain, mais Houellebecq aussi triche sur sa date de naissance. Ah, oui. Mais lui-même se trompait d'ailleurs, il se trompait très souvent dans ses calculs, parce que dans ses livres, il ne se donnait pas son véritable âge, il se donnait le mien. Et dans ses cahiers d'accompagnement, il y a toujours des pages entières avec des chiffres pour essayer de retrouver la logique de la chronologie. Et c'est assez... La possibilité d'être de plein pied encore. Oui, c'est ça, la possibilité. Il y a toujours un décalage. Oui. Son double, Samuel Canobi, est né en 38. Oui, c'est ma date de naissance. Ah oui, c'est ça. C'est ma date de naissance. Donc il y a 8 ans d'écart entre Voilà, sa vraie date de naissance. Mais le 15 juin est toujours présent. Hein. Oui, c'est toujours le 15 Jonathan Moore est né un 15 juin, mais c'est 1930 à Auxerre. Oui, c'est donc ça. C'est jamais... le 15 juin, quand même, joue un rôle essentiel même dans Jonathan Moore. Ah hein. Oui, à son anniversaire, il a même laissé une page blanche pour son anniversaire. J'aime beaucoup son humour. Oui. C'est-à-dire, il laisse quand même des balises, quoi. Oui, c'est même parfois très précis. Hein, des balises temporelles, tout en, encore une fois,
en ayant une grande liberté par rapport à la Oui. chronologie. Oui. C'est-à-dire que plus on approche Michel Chailloux, plus on se rend compte qu'il est insaisissable. Oui. Et c'est la force d'un écrivain, parce que l'écrivain qu'on peut saisir, il n'y a plus rien à dire en fait, il n'y a plus rien à nous révéler. Et en plus, c'est quelqu'un qui ménage notre liberté de la lecture, parce que on a la possibilité comme ça de voyager avec son œuvre, de voyager avec lui et de continuer le voyage seul Oui. à travers notre imaginaire. Oui. C'est une œuvre qui n'est pas clôturée. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Je ne sais pas si vous le... Évasive. Oui. Oui. Oui, c'est une œuvre de grand chemin. Pour reprendre un des titres de Giono qu'aimait bien Michel, et c'est aussi dans son jeu avec l'autobiographie ou la biographie de ses ancêtres, une manière de s'égarer avec nous et de nous apprendre à lire en nous égarant. Et très souvent, ça a été beaucoup dit dans les colloques, je crois, il se définissait comme un enfant de la Loire. Nantes, bon, la ville... Ah oui. Très attaché à Nantes. Ah oui, et la ville... Alors, vous parliez tout à l'heure d'une espèce de mythologie, François Berquin, toute la mythologie qui entoure les quartiers de Nantes, sa vie enfantine à Nantes, avec une chronologie dont il faudra désormais se méfier, parce que pour un enfant de 4-5 ans, par exemple, c'est vrai qu'il a des souvenirs parfois qui sont très très épiques et très détaillés. Il apparaît comme un adulte précoce, d'une certaine manière. Ah, mais il a dû l'être. Hein. Ouais. Mais il a dû l'être. Il a tellement souffert de cette vie semi-vagabonde, hein, ce qu'il raconte. Il était le père de sa mère. Il a fini par être le père de sa mère. Il se présente souvent comme un tardif, en même temps un attardé. Oui, souvent. La figure de l'innocent. Oui. Oui, c'est ça. Et donc, fils de la Loire, fils de Nantes, fils aussi de beaucoup de terres et d'imaginaires qu'il a approché dans ses lectures immenses. Hein. On avait commencé peut-être par ça, mais c'était vraiment un érudit. Hein. C'est un lecteur. Un lecteur. Et on voit sa bibliothèque dans un très beau documentaire. Ah oui. Si Michel. Ah oui, oui. Pierre Sanson. Oui, Pierre Sanson qui a réalisé, je crois que c'était peut-être en 2000, un film sur Michel dans sa bibliothèque, qui lui explique, qui le fait visiter les rayonnages, qui sort les cahiers, et on voit un immense désordre. Enfin, tous les livres empilés, mais dans lesquels il se circulait avec beaucoup d'aisance, sachant très bien où se trouvaient les choses, à quel livre correspondait au livre qu'il était en train d'écrire. Il s'y retrouvait très très bien. Et cette bibliothèque, il s'est constituée complètement, parce que quand je l'ai connu, il avait 200 livres, et là, il a fini par en avoir plus de 10 000. Il a tout son salaire, malheureusement. Malheureusement, heureusement. Bien heureusement aussi. Passé dans ses achats, voilà, donc il a une bibliothèque roulante de livres, et des livres qui m'entourent encore là, actuellement, et que je découvre avec des petites annotations, des cartes égarées dedans, des marque-pages, enfin une bibliothèque qui est très parlante. Voilà. Oui, et qui doit être très diversifiée aussi. Très diversifiée. Par exemple, il y a plein de... Mais elles sont à la câble et des instructions nautiques. Il y avait des masses d'instructions nautiques. C'était des livres qui étaient... Mais c'est important pour un romancier lorsqu'il a affaire à des... disons des choses maritimes. Mais oui, c'est ça qui le faisait rêver. Je ne sais pas même s'il les lisait, il partait sur un mot, sur un lieu, et puis il démarrait ailleurs. C'est vrai qu'on est souvent parti de Nantes en bateau, pour le meilleur et pour le pire, il faut bien le dire aussi. Oui. La figure de bibliothécaire est présente d'ailleurs dans son œuvre. Oui, c'est vrai. Oui. Indigne Indigo, le héros, Jean-Jacques Abernathy, vit parmi les livres. Et les bibliothécaires ont la côte, comme il dit. C'était peut-être son rêve secret.
il avait peut-être envie d'être bibliothécaire. Jean Védrine. Oui, Michel parlait de ses cahiers préparatoires, de sa manière d'écrire, telle qu'elle a été filmée presque amoureusement, en tout cas très affectueusement par Pierre Sanson dans ce documentaire, puisque la caméra réussit à nous montrer les pages multicolores de ces grands cahiers préparatoires. Il avait des crayons de couleur et il travaillait très méticuleusement, ce qui n'est pas du tout contradictoire avec la transe, l'inspiration violente, la fureur poétique dont nous parlions tout à l'heure. Et je me rappelle que pour l'écoute intérieure, nous n'avions qu'une seule obligation, c'était de suivre la chronologie. Alors, une chronologie forcément floue. En réalité, il y a eu quelques sauts et gambades dans le temps, mais c'est vrai qu'on a suivi en gros le fil chronologique, au moins des parutions, et de l'enfance, de l'adolescence, du Maroc, etc. Mais il arrivait c'était les mardis, donc il arrivait chaque mardi avec son grand cahier et des colonnes de mots, de phrases, de citations, de notations. Parfois, il m'a montré quelques-unes de ces pages, mais assez peu. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce travail est très émouvant. C'est autre chose qu'un brouillon. D'abord parce que c'est vraiment une écriture. Moi, par moments, je trouvais que c'était presque polychrome. Il y avait un côté médiéval dans le commentaire de sa vie ou de ses lectures, dans une espèce de paraphrase de ses lectures, paraphrase d'où allait naître sa propre parole, sa propre écriture. Et là, je me rappelle, il y a une des rares fois où il m'a dit à l'avance ce dont on allait parler. Il y a eu 2 épisodes où il l'a dit. Et il m'avait dit, le mardi précédent, on va parler de la tragédie qui est arrivée à Eva, à ma mère. Et puis, il m'a dit, la semaine prochaine, je vais te parler de Chateaubriand. Bon. Et il y a un passage magnifique dans l'écoute intérieure, donc sur un très beau passage du début des mémoires d'Outre-Tombe, autour de la siamoise flambée. Donc un tissu qui s'appelle comme ça, la siamoise flambée. Et il y a une sorte d'exercice paraphrastique, superbe, très métaphorique autour de ce bref passage. Et c'était sa manière d'avancer sur des chemins où il laissait de côté des tas de choses. Parce que de toute façon, il y avait... Je ne sais pas combien il y a eu de cahiers préparatoires pour l'écoute intérieure. Ah oui, il y en a peut-être 3 ou 4. 3 ou 4. Oui. Donc d'immenses formats, il faut dire ça pour les auditeurs. C'est des registres. Ce sont des registres de comptables. Voilà, des registres de comptables où il y a au moins 300 pages à chaque fois. Ça fait 50 ou 60 cm de haut. Et c'est entièrement couvert de la très belle écriture de Michel. Et à tous les colloques, je crois... Guillaume Faux a participé. Or, il est en charge à la BNF des manuscrits modernes et contemporains. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Oui, chef du département des manuscrits modernes et contemporains. Et c'est lui qui reçoit le fonds Michel Chailloux, qui avait été ouvert par Marie-Laure Prévost. Et tous les deux continuent à venir chez moi à classer, à inventorier tout ce matériel de cahiers, de carnets, de correspondances. Et c'est vraiment... C'est à la fois inépuisable et puis passionnant parce que c'est tellement riche, c'est plein de fulgurances. Et moi, j'aimerais pouvoir les partager parce que je trouve que c'est entre livres, parce que c'est entre les livres, et presque aussi passionnant que les livres. C'est très éclairant. Oui, éclairant, et puis en même temps, il y a des phrases qui sont magnifiques, qui sont des poèmes. Et puis c'est très beau aussi esthétiquement, comme dit Jean. Ces écritures différentes, le jaune, pas le jaune, non, le rouge, le vert, le noir, avec cette écriture tantôt très passionnée, très anguleuse, et tantôt au contraire très ronde et très appliquée. Bon, c'est très très beau à voir esthétiquement. Ce qui justifie la graphologie quand même. Oui, c'est vrai.
Oui, j'y avais jamais songé, mais c'est vrai que le peu que j'ai entrevu de ces grands cahiers, c'était souvent cette écriture de la fureur poétique, mais qui alternait avec l'écriture des cartes postales, puisqu'il m'a souvent écrit des cartes postales, et qui étaient beaucoup plus appliquées, pas tout à fait rondes d'ailleurs. Les hauts, par exemple, ne sont pas tout à fait ronds chez Michel Chailloux. Ils ont quand même quelques petites pointes. Toujours la rose des vents, le carrefour, la croisée des chemins, la fuite. On évoquait la jeunesse des textes, là, mais ce qui est frappant, c'est que les personnages ont toujours un carnet à la main. Ah oui. Sont eux-mêmes toujours en train d'essayer d'écrire et de. Donc là, un dos de l'écrire. La jeunesse de l'œuvre est dans l'œuvre aussi. Hein. Oui, toujours. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de distance, en fait, où il y a un jeu de miroir qui est assez significatif. Alors, Michel Chailloux est maintenant l'objet d'un grand nombre de colloques. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur son œuvre, des universitaires, des écrivains, et on peut déjà considérer qu'il a marqué. Parce que quelqu'un me disait à propos de Jean d'Ormesson, qui a été, paraît-il, élu à l'Académie française il y a quelques années, mais surtout qui a été intronisé dans quand même une collection prestigieuse qui est la Pléiade, aux grandes dames de certains, dont moi, mais il disait que c'est un auteur dont il n'y a aucun essai, il en paraît un là maintenant, qui a été consacré à cet écrivain, entre guillemets. Alors que Michel Chailloux, on ne peut pas dire que ce soit ça. Oui, et il ne nous a pas échappé qu'il y a quelques jours, nous a quitté Jean-Pierre Richard, magnifique universitaire et magnifique écrivain, et qui a consacré, sauf erreur de ma part, à Michel, le premier texte critique. Et il en a consacré plusieurs, dans Microlecture, il y en avait un dans Microlecture et dans d'autres. Et je crois qu'il a été le premier à écrire qu'il y avait un parler Chailloux. Oui. Je crois que c'est très vrai. Oui, une expression qui a souvent été reprise par des critiques. Je me rappelle un article du Monde, il n'y a pas très longtemps, qui avait repris cette expression. Mais je crois que ça a commencé avec Jean-Pierre Richard, mais il y a peut-être 40 ans, quoi, à peu près, cette reconnaissance. Lors du colloque, Serge Martin a rappelé que Jean-Pierre Richard faisait partie du jury de thèse. Ah oui. Une thèse très étrange, avec Roland Barthes et Gérard Genette, je crois. Hein. Oui, c'est ce qui a donné son livre Le sentiment géographique, qui était au départ une thèse présentée à Paris 8, avec dans le jury, sous la direction de Roland Barthes, et dans le jury Genette, Jean-Pierre Richard et Roland Barthes. Et il était bien accompagné. Oui, je crois que ça a été un jury qui avait été choisi très soigneusement par Roland Barthes pour que le livre puisse passer, parce que je crois que c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans la tradition des thèses, étant donné qu'il n'y a pas une seule note de bas de page, pas une seule référence, sinon au livre de Bergerie ou au patois forésien, ou au livre sur le sommeil, enfin des choses qui ne sont pas du tout... Il commente les 3 premières pages de l'Astrée. Et les 3 premières pages. C'est ça. Et après, c'est fini. Il compte les moutons, puisque c'est une pastorale, un mouton, 2 moutons, etc., puis il s'endort rapidement. Voilà. Et puis il décrit le pays du Forez très minutieusement, avec ses couches géologiques, ses dimensions, et puis de temps en temps c'est le pays tout entier, et d'autres fois c'est la dimension de son lit, son propre lit, 1 mètre sur 2, et on passe constamment de cette dimension réelle du lit, de son vrai sommeil, au sommeil de la Terre, la géographie, depuis le 5e siècle jusqu'à la préhistoire, enfin c'est... Ça ressemble à une... Ça ressemble à une thèse, il y a l'érudition, il y a une thèse, mais c'est tout sauf une thèse. Oui, c'est ça. C'est un poème en prose. Oui, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. C'est peut-être la seule thèse comme ça dans l'histoire des thèses, je n'en sais rien, avec Semmelweis de Céline, qui n'a pas grand-chose quand même d'une thèse d'étudiant en médecine. Enfin, je n'en ai jamais lu des thèses d'étudiants en médecine, et encore moins du tout début du XXe siècle, mais qui est aussi une œuvre littéraire très très belle.
Oui, c'est à l'époque où les médecins étaient encore des humanistes et non pas des spécialistes. Et c'est vrai que la thèse de Céline a été très remarquée à l'époque. Ah oui. Ah, c'est le début de ses œuvres complètes. Ah oui. Oui. Et là, cet astrait revisité, c'est un art de lire et de rêver, de rêvasser même. Ouais. Et à partir du livre, À partir du... en oubliant peut-être le livre, mais on va finir par le retrouver. En oubliant le livre. Ah oui. C'est la critique au sens baudelairien où on écrit. Quand Oui. on lit, on écrit l'œuvre. Oui, en c'est fait. ça. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Bien sûr, le lecteur est un créateur. Oui. Mais Michel Chailloux était aussi un arpenteur. Je pense que c'était... Il y a une topologie qui est très... La topologie est très importante Ah oui, chez lui. Mmh. La toponymie aussi. Oui, Oui. bah aussi, C'est une oui. toponymie qui poétise complètement et le paysage est transformé en poème Ah oui, oui. Hmm. dans le sentiment géographique. Oui. Ben oui. Et du coup, il y a toute la... Ça, c'est Chiara Rolla qui avait montré ça aussi, toute la transformation du pays en page. Ah oui. Et la transmutation d'absolument tout. Alors, la géographie du forêt devient une oreille Mhm. et aussi une ellipse avec une caisse de résonance où tous les mots, tous les toponymes se mettent à résonner les uns avec les autres dans un imaginaire complètement à la fois architectural et liquide. Mhm. Et ça, c'est la page de son livre qui le crée. Il réussit à créer vraiment une chambre d'écho avec son livre. Et même dans La France fugitive, qui se veut un récit de route, dont Michel était d'ailleurs, je crois, la conductrice. Hein. Non, moi je conduisais pas, j'écrivais, je prenais des notes. Ah bon, c'est Michel qui conduisait. Ah oui, oui, moi je sais Oui, pas conduire, oui. j'avais oublié le détail. Ah, ouais. Oui. Ah, mais il prétend souvent que vous êtes au volant. Ah non, 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 pas du tout, Non. non, non. Ah, parfois, j'ai dit ça. Alors, Michel- Enfin, j'ai Michel regardé ce conduisait. souvenir. Michel conduisait, il parlait, et moi je prenais des notes et j'avais vraiment mal au cœur parce que c'était désagréable. Ah oui, moi je me vois mal conduire, mais bon. Oui, donc, Mais dans La France fugitive, il y a peu de paysages, de rues, d'églises, de villages qui ne partent d'un livre ou qui n'aboutissent à un livre. Est-ce que vous étiez parti avec la malle remplie de ces livres oui, du 18e, 19e, ou est-ce qu'il les avait laissés et, il les a laissés, puis après il les a rachetés, puis il a complété un peu avec ses pays. Mais quand on notait des choses, quand on regardait les paysages, ce qui l'arrêtait, c'était ce qui était écrit, c'était les pancartes. Beaucoup plus que les paysages. C'était le nom des lieux ou une enseigne. Tout ce qui était écrit, qui était, je sais pas, éternisé. C'était peut-être les choses qui restaient de cette France fugitive. Hein, Et puis le mystère des noms propres, hein, puisqu'il fait dire à un de ses personnages dans Le ciel touche à peine terre, seul Dieu connaît nos vrais noms, et il y a toute une méditation sur ce que cache le nom. Et il y a la même chose d'ailleurs chez Chesterton et chez Thomas de Quincey. Il ne faut pas toucher à la part sacrée du nom, il ne faut pas la dévoiler. Elle doit rester, on peut approcher bien des mystères, bien des secrets, mais pas tout surtout. Bon, ce serait de l'hubris, quoi. Oui, et du coup, le nom de l'ancêtre gitan n'est pas connu. Enfin, il a un pseudonyme. Et les noms propres sont des débuts de romans pour lui. Et du coup, il considère même les noms communs, d'une certaine manière, comme les noms propres. Parce qu'à partir du moment où la langue n'est pas abstraite, il y a une espèce d'utopie du nom commun qui serait un nom qui baptiserait les choses, ou en tout cas qui les historiciserait. Et il y a un retournement complet du nom commun à certains moments vers le mystère du nom propre. Mais je crois qu'il disait que la littérature, c'était de faire du nom commun un nom propre. Je crois que c'était ça, sa définition. Et cette façon de considérer aussi à chaque fois l'envers des choses, le côté mystérieux des choses, parce que lui-même étant hanté par un mystère, avait cette capacité à voir l'envers lunaire, enfin la face cachée de la lune, comme il le dit très souvent, des choses. Et donc aussi prétendant voir les choses s'agiter dans la langue, les choses s'agiter dans la langue comme dans le monde en fait. Hein. C'est quelque chose qui est assez, en général, étonnant pour quelqu'un qui serait simplement observateur d'une langue encore une fois abstraite. Hein. Jean Védrine. Et d'ailleurs, dans sa manière très particulière de
d'écrire des romans. Il part de tout ce que vous avez dit, les uns ou les autres. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, et parfois même surpris, c'est qu'il soit à ce point éloigné de ses contemporains dans l'art du roman. On a beaucoup entendu de choses très passionnantes, d'ailleurs, sur le déclin du roman ces dernières décennies. Un immense écrivain comme Pierre Bergogneau, par exemple, a théorisé le fait historique, selon lui, que le roman serait arrivé au terme d'une sorte de cycle, parce que la bourgeoisie, la classe qui le lisait, qui le produisait, ne serait plus ce qu'elle était il y a 100 ans ou 200 ans. Mais Michel considérait au contraire le roman comme une espèce de chambre d'écho très belle. Il n'y a jamais, enfin, à ma connaissance chez lui, de mise en demeure ou de critique sévère de la forme romanesque. Bien au contraire, c'est une sorte de champ d'expérience, de manière de retrouver alors, tous ces anciens dont on a parlé. Vous disiez tout à l'heure, Pauline, l'émotion avec laquelle il évoquait dans ses romans les personnes disparues, souvent des gens qu'il a vraiment croisés dans le voisinage, ou ses anciens professeurs, il en parle tout le temps. Il accompagne souvent cette remarque de « est-il encore vivant ? Si quelqu'un le connaît, qu'on le salue ?» Enfin, des choses très, très belles et très émouvantes. Mais qui ont à voir avec sa manière de concevoir le roman. Le roman est chez Michel Chailloux toujours jeune, presque juvénile, et à chaque fois, donc l'expérience va bifurquer, prendre un chemin qu'elle n'avait pas pris avant, ce qui en fait, comme vous le disiez, Philippe Vanini, quand même un créateur très rare dans sa génération, et c'est admirable, c'est d'une richesse incroyable. Oui, parce que c'est aussi un créateur qui ancre son œuvre sur les œuvres du passé aussi. C'est-à-dire qui est dans la transmission culturelle. Alors ça, il y a vraiment aussi il faudrait, je pense, ça fait partie des choses vraiment qu'il faudrait creuser aujourd'hui, c'est la conception qu'il avait de l'enseignement et sa pratique de l'enseignement. Parce que vous avez parlé de l'universitaire qu'il était tout à l'heure, et je pense qu'il a vraiment, alors si on regarde Le Bonhomme de Craie, ou si on écoute ces feuilletons que Gallica a remis à disposition du public, on s'aperçoit que c'est un passeur de littérature, mais incroyable. Et c'est vraiment... et il y a aussi une chose que je voudrais ajouter à ce propos, c'est que l'écoute intérieure, je trouve que c'est un recueil d'entretiens qui est magnifique et qui pourrait donner envie d'écrire à un étudiant. Je pense, un étudiant qui se cherche. Jeunes étudiants qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais on le voit assez souvent dans son œuvre en situation d'apprentissage. Il apprend l'anglais, ça marche pas, il apprend la musique, ça marche pas, il apprend l'arabe, etc. Oui, c'est vrai. Plus qu'à maître, ou alors... peut-être. En conclure qu'il était un mauvais élève. Oui. Michel, vous parliez des 2 ans qui manquent dans sa biographie, mais il a passé le bac 3 fois, dit-il, dans l'écoute intérieure. C'est peut-être là. Il a un récit comique, mais vachard de son passage du bac. Il en voulait toujours à un membre du jury qui lui avait posé une question sur Pascal et Monti. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres publications de Michel Le Chailloux? Là, je pense que les éditions Colette Lambrix, qui est maintenant directrice des éditions Le Canoë, va éditer le feuilleton que Michel avait écrit avec Jacques Roubaud dans Le Monde de l'éducation, et qui s'appelait Les Entretiens d'Étretat. Ah oui, mais justement, c'est un dialogue tout à fait fictif, chacun prenant un nom d'emprunt, l'un d'un mathématicien célèbre dont je n'ai pas retenu le nom, et ça c'est Jacques Roubaut. Michel a pris le nom de Barrault, le successeur d'Honoré d'Urfé, et tous les deux discutent pédagogie, parce que c'était destiné au monde de l'éducation, devant les falaises d'Étretat, et c'est extrêmement amusant, poétique, et Colette Lambrix va le rééditer. Et il n'y a pas eu Jean-Jacques Rousseau qui est passé par là, non?
Peut-être un peu, peut-être qu'on l'aperçoit, oui. Donc ça, c'est... on va recevoir Colette là, dans les prochaines semaines. Ah oui, peut-être qu'elle on la réinterrogera là-dessus. Et puis il y a aussi les actes des colloques qui viennent d'avoir lieu. Il y a celui de Dunkerque. Voilà, les actes du colloque de Dunkerque vont être publiés dans la revue Roman 2050 dans l'année, là. Dans les mois qui viennent. Et il y a des autres colloques en perspective. Oui, alors là c'est un colloque qui aura lieu peut-être, enfin je crois que c'est pas encore acté. Oui, c'est ça. Oui, c'est Pauline qui en est à Cerisy. Là. Alors c'est Bénédicte Goriot qui propose un colloque à Cerisy à Édith Orgon. Donc ce serait avec Guillaume Faux aussi qui s'occupe du département des manuscrits à la BNF. Donc ça c'est un beau projet, plutôt c'est 2022. Voilà, donc pour l'instant on est encore en train d'essayer de construire une proposition. Et la thématique ? Alors c'est sur la question de l'extrême contemporain. Parce que là, cette émission, je crois, a fait ressortir justement cette capacité à vivre avec tous les temps. Et c'est aussi un des traits de certains romanciers actuels, mais où Michel Chailloux a une part bien singulière. C'est par exemple dans Domestique chez Montaigne, on voit cette revenance de toutes les époques qui habitent la journée. Alors donc en fait le point d'ancrage de ce colloque, c'est la question de l'extrême contemporain, et donc faire dialoguer les invités autour de cette notion qui a l'air d'avoir été créée de façon très très désinvolte par Michel Chailloux, et qui en fait est très décalée. C'est très ironique, je crois. Voilà. Et derrière laquelle ensuite, à la suite de laquelle on réfléchit. Beaucoup de théoriciens et aussi beaucoup de littéraires et de critiques. Alors là aussi, on pourrait se poser une question. Est-ce que Michel Chailloux a entraîné dans son sillage d'autres écrivains ? Jean Védrine, mettons, vous qui êtes aussi romancier, est-ce qu'il a eu une importance dans votre écriture ? Oui, dans la mienne, il a une très grande importance. Mais comment dire, ce serait peut-être orgueilleux de dire que c'était un frère de plume, mais c'est quelque chose comme ça, qu'il ait été pour moi aussi une sorte de père. Ça peut paraître étrange parce que, bon, certes, il y a presque une génération qui nous sépare, mais c'était quelque chose comme ça. Et je dirais que quand j'écris, quand je suis dans ma propre transe, parce que de ce point de vue-là, nous procédons de même, et je pense très souvent à lui. Mon style n'est pas du tout le sien, mais il y a une sorte de recherche, d'approche de ce qu'il appelait le Minotaure, la fureur poétique. Ouais. Il y a une très belle page dans l'Écoute intérieure où il explique qu'écrire, c'est trouver l'espèce de point impossible, de ligne de crête impossible entre le Minotaure, la sauvagerie de la fureur poétique, et le fil d'Ariane, Thésée. Et oui, je pense souvent à lui et comment dire, de façon très amicale aussi. Et ce qui est très troublant, c'est-à-dire que il y a certains moments où j'écris avec lui sous son regard. Et dans chacun de mes romans, depuis qu'on s'est rencontrés, il y en a un que je lui ai dédié, mais il y a toujours une phrase qui lui est secrètement destinée. Par exemple, dans le prochain qui sort fin août, il y a la phrase à la fin d'un chapitre où il est question des cailloux, mais ces cailloux, c'est un souvenir de... C'est Chailloux. Oui, c'est un souvenir auquel je tiens absolument. Hein. C'est peut-être comme une sorte de brin d'herbe à la fin d'un chapitre, mais c'est comme s'il y avait à ce moment-là une signature commune. Mais je pense aussi... On lira ce passage avec beaucoup d'intérêt.
Mais je pense aussi qu'il a beaucoup dialogué avec ses grands contemporains, comme Pascal Quignard, dont il a été longtemps ami, qui a beaucoup lu Michel et que Michel a beaucoup lu. Et autour de la question du roman qu'on évoquait tout à l'heure, je parlais de Bergogneau, mais on pourrait parler de Pierre Michon, ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a eu un grand dialogue entre de très grands écrivains comme Pierre Bergogneau, Pascal Quignard ou Pierre Michon et Michel. Et dans les écrivains contemporains, est-ce qu'il y en a qui se revendiquent de Michel Chailloux ou qui revendiquent une proximité? Alors là, il y a au Mercure de France viennent de paraître des textes, mais je crois que c'est un recueil de textes de Philippe Le Guillou. Ah oui. Ou Philippe Le Guillou, mais je crois que vous l'avez mis sur le site, mais c'est un texte qui reparaît dans son recueil. Parle de Michel Chailloux. Ah oui. Oui. Ah bon? Il était aux obsèques de Michel. Oui, il était là. Oui, je me rappelle. Parce que là, il a sorti un livre sur sa mère récemment, Philippe Le Guillou. Je ne sais pas si c'est dans celui-là. Celui-là, je crois que c'est mais alors je l'ai eu entre les mains, mais alors très rapidement, je crois que c'est un recueil de textes très courts. Où il dit que Michel Chailloux fait partie des écrivains qu'il aime. Et voilà. Oui, c'est-à-dire que déjà, ils ont des affinités géographiques importantes. Et la mer est aussi un sujet central chez les deux écrivains. Mais il n'y a pas que. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet hommage à Michel Chailloux et puis de continuer à le faire vivre parce que c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner les écrivains. Il faut continuer à les accompagner et pour qu'ils accompagnent aussi les futures générations. Et ça, c'est très important. Et c'est en cela que aussi les chercheurs, les universitaires, sont aussi des passeurs. Je remercie donc infiniment Michel Le Chailloux, parce que c'est cette proximité des deux noms a dû prêter bien la confusion. On a ajouté à Michel Le Chailloux en insistant sur le le. Donc qui continue à être non pas simplement la gardienne, mais l'émulatrice aussi de l'œuvre. Donc merci aussi à Pauline Brunet, qui est à l'Université d'Angers, et qui continue son travail aussi sur Michel Chailloux, et puis à travers les colloques aussi, c'est très important. François Burquin, vous êtes dans le Nord, et là encore on étudie Michel Chailloux. Oui, c'est Berquin, non pas Durquin. Pardon, excusez-moi. Peu importe. Et donc vous continuez donc vous enseignez. Oui, on avait organisé un colloque donc il y a quelques années, et puis je continue. Et les matières d'enseignement, non? J'ai fait lire Mémoire de Mel à mes étudiants. Ah oui, très beau livre. François Védrine, vous êtes en... Jean. C'est le mystère des noms, justement, qui nous trouble. C'est la parole de Michel qui se... Jean Védrine. Voilà. On arrive au terme de cette émission. Mieux vaut pour moi, d'ailleurs. Moi, je tiens à vous remercier beaucoup d'accorder une telle place à Michel, de continuer à l'écouter, à le faire vivre, parce que c'est très important. Et moi, je vous remercie tous, parce que Michel Chailloux m'a offert des grands plaisirs de lecture, mais vous m'avez donné aussi envie de relire ça et de lire certains livres que je n'ai pas lus. Et ça, je crois que c'est aussi une fonction importante que l'incitation à l'invitation au voyage. Oui. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt pour reparler de Michel Chailloux.